Nous sommes au XXe siècle, aux États-Unis, à quelques centaines de kilomètres seulement de Minneapolis ou de Détroit, quelque part dans le sud Dakota. Autant dire au milieu de nulle part. Il fait un froid quasiment insupportable. Et pourtant, ces hommes sont à cheval depuis plus de 8 jours. Ce sont des Sioux. Cent ans, jour pour jour, après la dernière bataille qui a opposé les Sioux à l'armée américaine, ils refont le chemin qu'un de leurs grands chefs, Bigfoot, a effectué avant d'être massacré avec tous les siens. C'était le 29 décembre 1890, lors de la bataille de Wounded Knee. Les Sioux n'ont pas oublié. Ils n'ont jamais pardonné. Alors, ils effectuent cette chevauchée sur les traces de Bigfoot. Le cheval, un symbole de la gloire passée des Indiens d'Amérique. Avec lui, ils ont connu la plus belle partie de leur civilisation, aujourd'hui en danger. Chez les Sioux, il était un signe de richesse et un compagnon idéal pour ce peuple de nomades. Mais oublions le mot Sioux, il a été inventé par un trappeur français. Employons à leur égard leur vrai nom, les Lakota. Bien peu de Lakota se permettent le luxe de posséder un cheval. Aujourd'hui, le chômage et la misère règnent en maître dans les réserves. Les organisateurs ont déployé des trésors d'imagination pour trouver les chevaux nécessaires à cette chevauchée. Les préparatifs en disent long déjà sur la difficulté de la tâche. Parmi les cavaliers, un gamin de 7 ans avait pourtant décidé de faire cette chevauchée, comme un parcours initiatique, pour devenir un guerrier. Les dignitaires sont là pour se lancer dans l'aventure. À leur tête, Arvol Looking Horse, le détenteur de la pipe sacrée, qui a été confiée à son peuple par la femme Bison Blanc. Un cercle de prière se forme autour de Arvol. Ce cercle a été brisé par le massacre de Wounded Knee. Avec cette chevauchée, le cercle doit se reconstituer. Le peuple doit maintenant sécher ses larmes, mais il va falloir souffrir pour recréer la nation Lakota. En cette fin décembre, le thermomètre descendait sous les moins 20 degrés et il fallait parcourir plus de 250 km à cheval. Dans ce pays étonnant, mais sans pitié, les souffrances endurées sont difficilement imaginables. Pour être un guerrier, il faut être fier et fort. Il faut savoir s'endurcir et souffrir. Le gamin en était convaincu. Il appartient à la génération qui doit libérer la nation Lakota. Il s'appelle Josh Guerrero.
À cette époque, Josh était parmi les plus convaincus. Il avait accepté de passer 6 ou 8 heures à cheval, de partager la vie des adultes, de se nourrir comme eux, mais aussi de ne pas se plaindre des conditions épouvantables dans lesquelles la chevauchée s'était déroulée. Faire vivre une centaine de cavaliers transis de froid au milieu des plaines du Middle West n'était vraiment pas simple, surtout lorsque l'on manque de tout. La générosité et la solidarité prennent le dessus, mais c'est toujours ainsi dans la nation Lakota. Pour un Lakota, la vision du monde est un cercle dans lequel il doit s'inscrire harmonieusement. En 1890, Black Elk, élan noir, évoquait ainsi son univers. Le ciel est rond, et j'ai entendu dire que la terre était ronde. Le vent tourbillonne, les oiseaux font leur nid en rond. Le soleil s'élève et descend dans une courbe, la lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. Les saisons forment un cercle, la vie d'un homme est un cycle, d'enfance à enfance. Aussi nos tentes sont rondes et toujours disposées en cercle. Notre nation est un cercle, fait de nombreux nids où couver nos petits, selon la volonté du Grand Esprit. Sur leur parcours, les cavaliers doivent franchir le massif des Badlands. Lors du centenaire, Arvol Looking Horse et les siens étaient passés par là pour célébrer la mémoire du vieux chef assassiné. Car Bigfoot et son clan, espérant perdre la cavalerie américaine, s'étaient glissés au travers de ce col qui porte aujourd'hui son nom. Pourquoi ces hommes ont-ils fait cela? Pour faire revivre l'honneur de leur nation. Peut-être aussi pour observer les 7 grands principes de leur croyance. Honorer le Grand Esprit, prier avec sa pipe, respecter la nature qui leur a été confiée, aimer son prochain et savoir souffrir pour lui, aider les vieux et les malades, vivre en harmonie avec chacun dans son environnement. Peut-être enfin pour défier pacifiquement le monde occidental qui a pour règle de juger le génie d'une civilisation aux traces qu'elle laisse. Face à ce principe, la civilisation indienne ne pesait pas bien lourd. Elle ne souhaitait que trouver sa place dans ce qui nous entoure. Mais face au désarroi dans lequel se trouve plongé notre monde matérialiste, cette sagesse pourrait apparaître comme une source d'inspiration. Au terme d'une épopée de 15 jours, les cavaliers parviennent enfin à leur but, Wounded Knee, le site de la bataille, du massacre, disent les Lakota. Pour la dernière fois de la chevauchée, les cavaliers forment le cercle autour de Arvol Looking Horse. Au prix d'un énorme effort, Josh les a accompagnés jusqu'au bout. Ce jour-là, exactement 100 ans après le massacre, Arvol Looking Horse annonçait que le moment était venu de sécher ses larmes et de passer à la prochaine génération.
6 ans plus tard, nous avons retrouvé Josh. Il a bien grandi, un peu forci aussi. Josh vit dans une petite ville du sud Dakota. Il n'a pas oublié la chevauchée du centenaire. Les murs de sa chambre en témoignent. Des parures en plumes d'aigle, des images de bison témoignent de l'attachement immémorial des Lakota à leurs racines profondes. La mère de Josh tient le plus dignement possible un bar où les clients sont trop souvent saouls après 2 bières. L'alcool fait des ravages ici. Le désœuvrement est la cause de bien des soucis en terre Lakota. Cette année, Josh ne participe pas à la chevauchée. Il n'a pas de cheval. Il n'a pas non plus très envie de repartir dans le froid. Eagle Hunter, chasseur d'aigles, était avec Josh à la chevauchée du centenaire. Eagle Hunter évoque Wounded Knee. En 1890, les Sioux manquent de tout. La misère était telle que le gouvernement distribue de la nourriture aux premiers habitants du continent américain qui sont parqués dans des réserves depuis 30 ans. Un des leurs, Wovoka, un orphelin qui a été élevé par des Mormons, affirme qu'il a eu une vision du Christ et l'inspiration d'un rite qui ramènera nourriture et prospérité à son peuple. Ce rite se nomme la Ghost Dance, la danse fantôme. Le gouvernement s'inquiète de ces pratiques qu'il prend pour une danse de guerre. Le 15 décembre, Sitting Bull est arrêté dans son campement et emprisonné. Le lendemain, il est abattu dans sa cellule par 2 soldats de race indienne. Les membres de son clan se réfugient alors chez un autre chef, Bigfoot, qui décide de fuir vers le sud pour ne pas subir le même sort. Mais la 7e cavalerie le rattrape près de Wounded Knee. Eagle Hunter poursuit le récit. Le 28 décembre, Bigfoot est encerclé par la cavalerie. Il a alors sorti un drapeau blanc. Le lendemain, la bataille n'a duré que quelques minutes. Au total, 283 hommes, femmes et enfants ont été tués. On a donné en tout 34 médailles d'honneur, la plus haute distinction pour un soldat, à des cavaliers de l'armée américaine pour avoir tué des vieillards sans défense et violé leurs femmes. Eagle Hunter, lui, n'est pas prêt de sécher ses larmes. Avec Josh, il se rappelle l'incroyable chevauchée du centenaire. Tu te souviens du premier jour? Qu'est-ce que tu as ressenti? Il faisait vraiment froid, en dessous de -20. On avait rebondi comme des fous sur nos selles. Mais on est allé au bout. On l'a fait. Ce jour-là, on a fait plus de 60 km à partir de Bridger. Est-ce que tu arrives à t'imaginer ce que cela a été à l'époque pour ceux qui fuyaient pour sauver leur vie, pour les gens du clan, celui de Bigfoot? Le premier jour, j'étais absolument gelé. Il faisait -20. Et pour ces gens-là aussi, j'ai ressenti ce qu'ils ont dû subir. Ils étaient à moitié nus. Nous avions des vêtements pour nous réchauffer. Il faut de la discipline, de la force de caractère. Il faut être dur pour faire cela. Mais tu l'as fait, et tu as toutes les raisons d'être fier de toi.
Tu ressentais que tu avais fait quelque chose que peu d'autres jeunes Lakota avaient fait. Josh, pour toi, aujourd'hui, être un Lakota, cela veut dire quoi? Vraiment, je sais pas. Et pourtant, il y a 6 ans, Josh était la fierté de toute sa communauté. Lors d'une cérémonie improvisée à la fin de la chevauchée, les anciens lui avaient remis une plume d'aigle, l'insigne donné aux guerriers qui ont réalisé un exploit. Cette année-là, Josh avait accompli un exploit. Chaque participant était venu le congratuler, car il était temps de passer à la prochaine génération. Et Josh appartient à cette génération qui représente tout un espoir. Les dignitaires réunis à Wounded Knee pour participer au powwow qui avait clos le centenaire avaient dansé presque toute la nuit. Les anciens, les chefs, les femmes, le peuple Lakota, d'habitude si divisé et si critique à l'idée de faire cause commune, s'étaient quelque peu regroupés en cette occasion. Cette année, la température est encore plus basse à Bridger. Bridger est situé près du camp de Bigfoot. C'est le village de départ de la chevauchée. Ici, comme dans la plupart des villages de la réserve, la précarité est le maître mot. L'économie locale repose sur la débrouille et la récupération, les petits métiers, le quotidien improvisé. Karen Ducheneau a été choisie par les vieux pour organiser la chevauchée de cette année. Ce sera une chevauchée des jeunes. Avec quelques amis, Karen s'est dépensée sans compter pour trouver les chevaux et le matériel nécessaire. Hey Rick, c'est le cheval que j'ai monté l'année dernière, non? Comment il s'appelle? Oh, yeah. Burke prépare les pieds de son cheval. La neige peut gravement blesser les montures et il faut soigneusement leur bander les jambes pour éviter les gelures. De nombreux jeunes se sont annoncés. Karen et ses amis ont réussi à se faire prêter des chevaux pour les jeunes qui ont promis de l'accompagner dans la chevauchée. Mais contrairement à l'année du centenaire, le corral est bien trop grand pour accueillir les montures.
Quelques heures plus tard, le soleil est déjà haut. Il faut se rendre à l'évidence. Les participants ne sont pas encore arrivés. Ils rejoindront peut-être Karen un peu plus tard. Sam Tall est l'un des organisateurs de la chevauchée. Il est très impliqué dans la tradition Lakota. Il connaît bien la région, il sera leur guide. Sam fixe une plume d'aigle sur la bride de son cheval pour que la chance soit avec eux. Le dernier participant est Luke Black Elk, l'arrière-petit-fils du grand chef Élan Noir. Avec Josh, Luke était à la chevauchée du centenaire. Cette année encore, Luke prend le départ. Sam bénit les chevaux et les cavaliers. Il est grand temps de partir. Les familles sont inquiètes. Pour aller plus vite, pour gagner du temps, les jeunes décident de partir à travers champs afin de rejoindre un refuge isolé et y passer la nuit. Mais les routes d'accès au refuge sont bloquées par la neige. Les voitures ne pourront pas les suivre ou leur porter assistance. À partir de cet instant, ils sont livrés à eux-mêmes pour 2 jours. Le paysage s'étend à perte de vue, barré par d'interminables barbelés. Un peu à l'image des Lakota, une faune magnifique survit dans le froid, dans une liberté surveillée. En terre Lakota, il y a des limites qu'il vaut mieux ne pas tenter de franchir. Au crépuscule du 2e jour de leur chevauchée, les jeunes devraient avoir passé les Badlands, cet univers quasi lunaire qui barre la plaine du Sud Dakota. L'angoisse commence à monter, car les jeunes ne sont pas arrivés à la Bigfoot Pass. Trop tard dans la soirée, Karen, Sam, Luke et Burke pointent enfin à l'horizon. Ils se sont perdus. Le blizzard a masqué les marques et effacé leurs traces. Ils sont enfin là, mais absolument épuisés. Just call 685-6711. That's 685-6711 for service with a smile in all kinds of weather. Eagle Hunter n'a pas bien accepté la réponse de Josh quand il lui a demandé ce que signifiait le mot Lakota. Alors, Eagle Hunter décide d'emmener sa femme Maple et Josh à Wounded Knee pour rejoindre les jeunes à l'arrivée de la chevauchée. Mais Eagle Hunter ne veut pas aller à Wounded Knee par la route la plus courte. Il a choisi de montrer à Josh des sites qui marquent la tradition et l'histoire de son peuple. Tu vois, c'est ici que tout a commencé pour nous. L'apparition de la femme bison blanc qui nous a donné la pipe sacrée. Elle nous a aussi confié cette terre et les bisons qui l'habitaient. Le premier site, bien sûr, c'est Devil's Tower, la tour du diable.
Les Blancs l'appellent la tour du diable, mais nous l'appelons Ochokopahal, le centre du monde indien. Tout a commencé ici. Tous nos rituels, tels la hutte de sudation qui nous purifie, la danse du soleil qui nous inspire. C'est pourquoi cette butte est sacrée pour le peuple Lakota. Et elle doit le rester, enfin. Elle devrait être préservée comme telle. Pères et grands-pères, vous qui êtes autour de nous et au-dessus de nous, pardonnez le mal que nous avons fait ou dit. Je prie pour notre bonheur futur et pour l'aide que vous pouvez nous apporter. En ce jour, ayez pitié de nous. C'est ainsi que ce sera. Maple, Josh et Hunter souhaitent un instant de tranquillité pour offrir à leurs ancêtres un peu de tabac roulé dans une étoffe rouge. Aujourd'hui, la tour du diable sert de terrain d'entraînement aux grimpeurs à main nue. Faut-il y voir le signe d'une insulte ? Durant des siècles, les Lakota ont vécu en harmonie avec l'aigle et le bison qui leur avaient été confiés par les dieux. Peuple de nomades, ils suivaient le bison dans tous ses déplacements. Leur survie en dépendait. La viande, les vêtements, les tipis, les objets usuels, les outils et les armes venaient du bison. Ils protégeaient cette terre des agressions externes et ne se battaient que pour défendre leur terre ou leur famille. Les chefs exerçaient leur pouvoir d'une manière collégiale, pour maintenir la paix au sein de petits groupes. Les Lakota ont peut-être inventé la démocratie. Par leur force, les Lakota pensaient vivre ainsi en paix et trouver éternellement un territoire où chasser le bison. Les Américains se sont chargés de leur prouver le contraire. Les Black Hills font partie du territoire Lakota. Ils les considèrent comme une terre sacrée. Lors de la signature de l'un des innombrables traités que le gouvernement américain n'a jamais respectés, les Black Hills ont été accordés aux Lakota, mais l'avenir en a décidé autrement. Le mont Rushmore est baptisé le temple de la démocratie. Des centaines de touristes s'y pressent chaque jour. Pour Eagle Hunter, le mot Rushmore résonne comme un glas. Josh, ces présidents des États-Unis représentent tout ce qui a été pris au Lakota. Comme tu le vois, Rushmore est situé en plein milieu des Black Hills. Ce qu'ils ont pris, c'est non seulement une terre sacrée, mais ils ont pris tout ce qui assurait la survie des Lakota. Ici, en hiver, il y avait du bois,
des cerfs, des élans, des bisons. Cette terre est sacrée. Le traité de 1868 dit que ces terres nous appartiennent. Mais ils y ont trouvé de l'or. Alors, ils nous l'ont pris illégalement. Nous voulons qu'elle nous soit restituée, non seulement car elle est sacrée, mais aussi parce qu'ici notre peuple pouvait résister au froid. Le gouvernement américain a signé plus de 300 traités avec divers groupes d'Indiens d'Amérique. Ils ont tous été aussitôt bafoués. Tout récemment, le président Clinton a signé un acte reconnaissant aux Lakota le titre de nation. Cela permettra-t-il aux Lakota de tirer enfin profit de leur territoire? Kili Radio est un véritable lien au sein de la communauté. Les animateurs y parlent vertement des problèmes actuels. We are KILI 90.1 FM, the voice of the Lakota Nation. You're listening to it on KILI 90.1 FM. You're listening to the Milo and Charlie program this morning. Vous écoutez le programme de Milo et Charlie. Nous parlons une langue coloniale. Tous ces termes de Sioux, de tribus, on nous baptise de tous les noms. Il ne faut pas accepter. Nous sommes des Oglala, vivant sur la réserve de Pine Ridge. Nous risquons de devenir une véritable sous-culture. Nous sommes des Oglala. Restons Oglala. Qu'est-ce qu'il y a comme débouché pour nos jeunes? Nous avons des diplômés ici, mais il n'y a pas de boulot. Pour le problème des bisons, c'est l'occasion de recréer une nation pour le 21e siècle. Et malgré ça, les gens s'en moquent. Les Lakota disent qu'il est notre frère. C'est notre frère. Et pourtant, ils coupent les barbelés pour libérer les bêtes. Elles se font descendre par les braconniers. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Eagle Hunter ne pouvait pas traverser les Black Hills sans faire un détour par Custer City, la ville de Custer, un nom qui sonne comme une injure aux oreilles des Lakota. Custer était connu des Lakota pour détester les Indiens. Il n'avait aucun respect pour les guerriers, les vieillards, les femmes et les enfants. Custer était le blanc le plus détesté à cette époque. Le général Custer était chargé de faire respecter les lois, enfin la loi, qui s'imposait jour après jour dans l'Ouest. Les pionniers débarquaient, et Custer mit un point d'honneur à libérer des territoires pour les nouveaux arrivants. Ce fut une période de folie collective, qui se solda par un cortège de crimes et de spoliations. Le massacre des bisons priva les Lakota de leurs ressources. 3 millions de têtes abattues par jeu en moins de 2 ans. La folie de l'or les priva de terres précieuses, et le train allait parachever la déchéance des nomades des plaines. Rien ne résista au cheval de fer, qui déversait son lot de colons et de marchands qui apportaient les armes et l'alcool, la culture moderne.
Milo Yellowhair se bat depuis 30 ans pour la cause des Lakota. Il ne rate aucune occasion de réveiller la fierté des siens. KILI 90.1 FM, the voice of the Lakota Nation. Je veux dire à tous ces jeunes, je veux leur dire merci pour ce qu'ils font. C'est avec ce genre d'effort et d'engagement que nous réinventerons notre nation. On peut être fier d'eux. Cette chevauchée est non seulement pour la mémoire, mais aussi pour rappeler l'histoire du peuple Lakota. Et aussi pour faire savoir que ces jeunes ont vraiment du cœur et des tripes. Ils savent ce qu'ils font. Nous voulons encourager ceux qui les ont rejoints de Manderson, et spécialement Sam Toll, Corky Lastall et Karen Duchesneau. Et Luc, tu te souviens de Luc? C'était en 86, c'était juste un môme qui se roulait dans la neige sans chemise. Il a bien grandi maintenant. Les cheveux longs, il est plus dur que ses ongles. Ils étaient là-bas, priant et chantant. Je les ai vus près de Cheyenne River. Ils disaient vraiment qu'ils avaient froid, vraiment très froid. Au 6e jour, la vingtaine de cavaliers se rapproche du but. Corky Last Horse mène la petite troupe. Ils ont décidé de mener seuls cette chevauchée à terme. Aucun ancien ne les accompagne. Ils l'ont souhaité. Mais est-ce vraiment ainsi que se transmet une tradition ? Karen a laissé ses compagnons pour quelques heures. Elle est l'invitée de Kili Radio. Elle ouvre son cœur au micro de Milo. Qu'est-ce que ça représente pour vous, des personnes comme vous? Qu'est-ce que cela signifie au niveau de ce que vous faites pour les autres? Cette chevauchée est dure, vraiment très dure. Nous faisons ça pour honorer la mémoire de nos ancêtres, pour honorer leur sacrifice et ce qu'ils ont fait, pour que nous soyons vivants aujourd'hui, en tant que peuple. Parce que je sais que ça aurait été plus simple pour eux de se rendre et de devenir des Blancs. Mais ils se sont battus, et nous voilà. Nous avons encore nos coutumes, enfin, encore quelques-unes. Beaucoup de choses sont perdues, mais nous essayons de les ranimer.
Chaque jour de la chevauchée est dédié à un problème particulier. La violence, la drogue, l'alcoolisme, qui sont autant d'entorses aux valeurs traditionnelles des Lakota. Chaque soir à l'étape, ils forment le cercle pour chanter ou pour réciter une prière. Ce soir est la veille de l'arrivée au mémorial de Wounded Knee. Ils ont parcouru près de 150 km en 5 jours. Pour les hommes et pour les chevaux, il est temps que cela finisse. La nation Lakota. Nous vivons une époque terrible en tant que peuple. Nous perdons nos valeurs, nous nous battons tout le temps. Pour moi, ce que nous faisons aide notre peuple. Je peux imaginer ce que cela a dû être. Que de passer une vie entière et de se dire, voilà nos jeunes qui se saoulent, qui se droguent, qui sèment la terreur en ville, qui ne respectent plus rien, pas même leurs parents. Je me dis que nos vieux peuvent nous regarder en face, qu'ils soient fiers de nous, enfin de certains d'entre nous. De la prochaine génération, cela nous concerne, nous voulons faire quelque chose. Nous voulons créer une nouvelle vie, leur donner à tous l'espoir et la confiance en nous. Tout cela est parfois désespérant, même pour moi. Je suis encore jeune, je regarde autour de moi et je me demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire qui va changer les choses? C'est quelque chose que nous avons fait. Nous ne faisons pas que cela. Nous pratiquons la danse du soleil, nous prions au sommet des collines. Même dans notre vie quotidienne, nous vivons dignement, en aidant les autres jeunes, les vieux aussi. Cette chevauchée est un engagement majeur pour nous. Et on l'a fait. On a fini. Content de l'avoir fait. Ce matin, Sam a revêtu un costume en peau de bison. Sam a une raison personnelle qu'il confie timidement. J'ai fait un rêve. Des bisons me demandaient de participer à une cérémonie. Pendant la cérémonie, l'un de ces bisons m'a demandé de soigner un de ses petits. Si je ne faisais rien, il allait mourir. Alors j'ai demandé à mon père ce que je pouvais faire pour honorer les bisons, car nous sommes le peuple du bison. Sans lui, nous ne serions pas ici. Comme lui, nous sommes un peuple fier, mais il ne nous reste pas grand-chose. C'est difficile pour moi de comprendre. Je suis un peu perdu. Je suis encore dans le monde de la confusion. J'ai un savoir de blanc dans la tête et un Lakota qui parle dans mon cœur. La balance est folle, vous savez. J'essaie d'être un Lakota, mais je parle comme un blanc. 28 décembre, le jour de l'arrivée à Wounded Knee.
Corky bénit une dernière fois chevaux et cavaliers. Les jeunes font une ultime prière pour honorer les ancêtres et pour se donner le courage d'aller jusqu'au bout. Les mères et les grands-mères qui ont rejoint les jeunes les encouragent. Elles sont fières de constater que la tradition n'est pas complètement perdue. Wounded Knee. Cette plaine interminable symbolise le malheur du peuple Lakota. Sur une petite butte, les tombes traditionnelles sont placées à côté de tombes chrétiennes. Le mémorial du massacre est érigé autour de la fosse commune, à l'endroit même où 280 personnes ont été jetées avec Bigfoot. Josh, Maple et Hunter sont arrivés à temps pour la célébration de l'anniversaire. Ils ont du mal à retenir leur émotion. Lors de la chevauchée du centenaire, les dignitaires ont estimé qu'il était temps de sécher les larmes et de pardonner. Eagle Hunter, lui, n'a toujours pas pardonné. Il pense encore à ces heures atroces pour sa nation. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une cinquantaine à s'être rassemblés devant le mémorial pour honorer la mémoire des disparus. Un nombre bien inférieur à celui des participants au centenaire. Faut-il y voir un signe d'indifférence? Probablement pas. La civilisation américaine, comme inquiète d'une menace imaginaire, pèse encore de tout son poids sur la vie dans les réserves. Mais elle ne réussit pas à écraser cette petite lueur qui fait l'identité de chaque Indien Lakota. Malgré son âge, le petit-fils de Bigfoot est venu en personne. Il chante à la mémoire de son aïeul prestigieux. Ils sont encore quelques-uns à croire au renouveau de la nation Lakota et au retour du bison qui libérera leur peuple. Mais cette poignée de femmes et d'hommes y croient encore si fort que l'on se prend à imaginer la chevauchée de Bigfoot et toute la nation indienne reprenant vie avec les générations futures.